Bonjour à toutes et tous. Merci d'être là pour ce sujet sur le séquençage. Je me présente très rapidement. Je travaille à l'Adria comme l'a présenté juste avant Céline. Et aujourd'hui, je vais représenter l'Alliance Acte Food Bretagne. Et je suis donc Guillaume Gillot et je suis chef de projet sécurité et qualité et sécurité des aliments à l'Adria, également responsable d'une activité. Dans le cadre de cette conférence aujourd'hui, je vais vous parler de séquençage et en quoi le séquençage haut débit qui a vu le jour il y a un peu moins de 20 ans maintenant est venu révolutionner les approches dans les filières agro et même aqua pour caractériser génétiquement des micros, voire des organismes. Et surtout, on va faire un petit listing de certaines applications dans les différents centres techniques de l'Alliance Acte Food Bretagne. Et c'est pourquoi, dans un premier temps, je vais vous présenter très rapidement ce qu'est Acte Food Bretagne. Donc, c'est une alliance des centres techniques des filières agri, aqua et agroalimentaires en Bretagne, qui regroupe aujourd'hui 5 centres techniques, dont l'Adria, mais également Vegenov, Inoz, le CEVA et Idemer, avec chacun des spécificités et des filières bien précises. L'ambition d'Acte Food Bretagne est à minima 2 objectifs. Donc, c'est d'unir les efforts et les compétences des centres techniques pour structurer l'accompagnement technologique des entreprises dans un contexte de transition alimentaire, et également de développer les synergies et accroître la capacité collective des centres à apporter des solutions à ces entreprises-là. Et c'est dans ce cadre que de nombreux groupes de travail existent au sein de l'Alliance des centres techniques Acte Food Bretagne. Et depuis 5 ans, un groupe de travail existe sur la thématique du séquençage, pour lequel nous avons mené différentes actions. Et en particulier, il y a 2 ans, une enquête auprès d'un certain nombre d'entreprises qui a montré un besoin de vulgariser et une méconnaissance des apports du séquençage dans ces différentes filières. Qui dit nouveau domaine dit aussi nouveau vocabulaire. Donc je ne vais pas vous noyer de nouveau vocabulaire, mais malgré tout, il faut connaître quelques définitions et acronymes pour bien saisir le sujet. En termes de séquençage, en quoi ça consiste, à quoi ça correspond? En réalité, c'est la détermination de la séquence d'un fragment d'ADN qui est le support universel de l'information génétique chez les êtres vivants. Donc à l'Adria, on s'intéresse, en tout cas pour ma part, essentiellement à des micro-organismes, mais c'est le cas, ça pourrait être le cas pour du génome humain, mais également des plantes, des algues, etc., des poissons, pour parler de tous les centres techniques. Vous avez peut-être par le passé ou même récemment entendu parler de l'acronyme NGS, alors ça veut dire Next Generation Sequencing. Ça correspond, même si ce n'est pas une traduction littérale, en fait, au séquençage de nouvelle génération qui s'oppose au séquençage de Sanger dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est le séquençage de première génération et qui est historique. Grâce aux technologies haut débit, on parle aujourd'hui, on est capable de faire ce qu'on appelle du WGS, donc du Whole Genome Sequencing pour séquençage du génome complet, que ce soit pour des micro-organismes avec des génomes de petite taille, mais ça peut aller jusqu'au génome humain, voire plus. En termes d'application, il y a 2 grandes thématiques d'application qui vont vous être présentées aujourd'hui. C'est en premier lieu le typage. Le typage, ça consiste à comparer la proximité génétique de micros ou d'organismes en général appartenant à une même espèce afin de déterminer si elles peuvent avoir une origine commune. Une autre application potentielle du séquençage haut débit qui est possible maintenant depuis un certain nombre d'années, c'est les approches métagénomiques, c'est-à-dire l'exploration de la diversité globale d'un échantillon sans a priori, donc sans passer par des méthodes culturales si on parle par exemple de micro-organismes, mais en extrayant directement l'ADN à partir de ces échantillons pour en séquencer tous les génomes et avoir une idée de tout ce qu'il y a de présent dans l'échantillon analysé. Sachant que vous avez peut-être entendu parler de métabarcoding, c'est une sous-partie de la métagénomique qui focalise sur un domaine particulier, comme par exemple juste les bactéries. En termes d'étapes, c'est assez simple finalement. On part de l'échantillonnage, on va extraire de l'ADN, on va préparer des librairies. Alors les préparations de librairies, grossièrement, on conditionne l'ADN pour pouvoir alimenter le séquenceur. Ensuite, le séquenceur, il va nous donner un certain nombre de séquences qui sont de plus ou moins grande taille et entre guillemets, l'analyse bioinformatique
résulte, en fait, ça correspond à une reconstruction du puzzle. En termes d'historique, puisque je vous parlais tout à l'heure de différentes générations de séquençage, les technologies donc évoluent, elles évoluent toujours. La première génération de séquençage, on a l'habitude de dire que c'est la génération de Sanger, donc qui a vu le jour à la fin des années 70 et qui s'est déployée sur les années 80. Et ensuite, aujourd'hui, on distingue des séquenceurs de deuxième génération et de troisième génération. Vous allez me dire pourquoi on a créé peut-être une deuxième et troisième génération, sachant qu'on avait déjà des séquenceurs, tout simplement parce que à la fin des années 90, il y a eu un souhait de séquencer le génome humain et on s'est vite rendu compte, enfin les personnes qui ont essayé de le faire, que ce serait très compliqué et très chronophage et à la fois très cher, puisque les séquenceurs de première génération n'étaient pas des séquenceurs au débit. Donc certains ont planché sur la question, et c'est pour ça qu'au milieu des années 2000, des nouvelles générations de séquenceurs sont arrivées. On parle de technologies de deuxième génération parce qu'on est obligé d'alimenter les séquenceurs avec des fragments de taille plutôt réduite, on va dire entre 150 et 350 paires de bases en moyenne. Et là où les séquenceurs de troisième génération qui sont apparus au début des années 2010 peuvent être alimentés par des séquences de plus grande taille. Je ne rentrerai pas dans le détail de pourquoi l'intérêt de la taille des séquences, enfin j'en parlerai juste après quand même. Cela a permis de réduire drastiquement les coûts, en particulier, suite, vous voyez ici on parle d'une première technologie de séquençage qui apparaît vers l'année 2005. Bon là c'est un exemple sur le génome humain, puisque l'objectif de départ c'était de séquencer le génome humain. On voit qu'aux alentours de 2007, on a une chute du coût, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le séquençage devient raisonnable et devient un outil utilisable dans les filières agri, agro et aqua. En termes de technologie de séquençage, on distingue donc, je vous disais, la deuxième génération et troisième génération de la taille des fragments. Ça a un intérêt surtout dans la reconstruction du génome. Plus on a des fragments gros, enfin longs plutôt, plus ce sera simple de reconstruire. Si on fait l'analogie avec un puzzle, si vous avez un puzzle à 1000 pièces ou un puzzle à 12 pièces, vous arriverez plus facilement quand même à reconstruire le puzzle à 12 pièces. Bon, tout ça, heureusement, c'est fait par des outils de bioinformatique, donc ça peut nécessiter d'avoir un certain nombre d'installations d'appareils, de puissance de calcul surtout, et aussi de la matière grise par des bioinformaticiens. Voilà la technologie dans ses grandes lignes. Ensuite, l'important aujourd'hui, c'était aussi de vous présenter, suivant les filières, à quoi ça peut servir concrètement. Donc moi je vous présente dans le cas de l'Adria un exemple typique, c'est le typage des souches microbiennes pour identifier des sources de contamination en industrie. Si on part du principe que les industries, et c'est ce qu'elles font des analyses, on va dire ce que j'appellerais moi des analyses de routine, de recherche par exemple de Listeria monocytogenes, elles vont pouvoir identifier de la listeria dans les matières premières, l'outil de production, le produit fini, environnement, etc., etc. Par contre, elles savent qu'elles ont la listeria mono dans leur entreprise, mais elles ne peuvent pas à ce stade faire des liens et savoir si les souches qu'elles ont détectées, de l'espèce listeria, pardon, sont les mêmes. Et donc le typage, et en particulier l'utilisation du séquençage, permet en réalité de pouvoir faire des liens entre ces souches et de pouvoir identifier des sources de contamination. Dans les faits, voilà ce qui a pu être fait donc en termes de comparaison génomique. Ça peut permettre de faire des cartographies d'usines et donc de comparer, là dans l'exemple ici, 12 souches de Listeria monocytogenes qui ont permis de mettre en évidence 2 groupes de souches distincts et qui ont permis ensuite à l'industriel concerné de pouvoir à la fois rationaliser ses actions de nettoyage et désinfection et de pouvoir retravailler le cahier des charges avec son fournisseur, puisqu'il y avait des matières premières qui étaient à l'origine de contamination de produits finis. Autre exemple qui est différent, puisque là l'approche n'est pas de faire du typage mais de la métagénomique, et en particulier en fait du métabarcoding. C'est dans un projet de recherche. L'idée était d'évaluer l'impact du mode d'élevage sur la qualité microbiologique des œufs, avec une approche de métabarcoding rendue possible grâce aux technologies de séquençage au débit.
on a pu mettre en évidence que le mode d'élevage en cage se distinguait en termes de flore, de micro-organismes à la surface des œufs par rapport à des modes d'élevage alternatifs qui sont le plein air ou le sol. Le même type d'approche a pu par exemple être utilisé par Inose, qui est un autre centre technique de l'Alliance ActFood, et qui a permis de mettre en évidence donc, de la diversité microbiotique selon l'élevage dans un premier temps, et ensuite, dans un deuxième temps, de mettre en évidence qu'il y avait un impact du traitement. Alors, ils appellent, ce qui est un traitement, c'est en fait un traitement probiotique sur le microbiote des animaux. Ils ont pu mettre en évidence que voilà, le traitement avait un impact sur ce microbiote. En ce qui concerne des exemples pour le CEVA, donc qui s'intéresse aux algues, que ce soit des microalgues, des cyanobactéries ou des macroalgues, pareil, l'objectif de l'étude là était d'utiliser de la métagénomique pour pouvoir caractériser génétiquement un consortium, donc un ensemble de microalgues qui se développent dans des digestats agricoles qui sont issus de protocoles de méthanisation. Et ce qu'ils avaient besoin dans un premier temps, c'est d'identifier des espèces en présence et d'évaluer l'impact de facteurs abiotiques, et en particulier la température, sur la dynamique des populations, parce qu'ils avaient émis comme hypothèse que l'impact des facteurs abiotiques pouvait avoir un impact sur les capacités phytoépuratoires du consortium, donc les capacités d'épuration des microalgues. Ce qui a été montré au cours de ce projet, c'est que finalement, en fonction de la saison, puisque là, dans le cas précis, pendant le protocole utilisé, enfin lors du protocole utilisé, la température n'était pas maîtrisée, elle était liée à la température extérieure. Ils ont pu mettre en évidence qu'en fonction de la saison, on pouvait avoir, que ce soit pour les eucaryotes ou les prokaryotes, une diversité microbienne qui était différente et qui évoluait au cours des saisons, ce qui a permis de mettre en évidence qu'il y avait une forte variation de la composition du consortium, et donc d'envisager de contrôler cette température à l'avenir pour pouvoir standardiser et conserver les capacités phytoépuratoires de ces microalgues. Dans un exemple qui va peut-être encore plus vous parler, c'est l'identification en fonction de la saison des macroalgues qui s'échouent sur les côtes bretonnes en particulier. Et l'intérêt d'utiliser ici du métabarcoding, c'était de pouvoir bien décrire les différentes espèces qui viennent s'échouer sur les plages en fonction des mois, et ainsi pouvoir bien caractériser ces espèces et pouvoir informer les collectivités locales pour qu'elles puissent adapter leurs mesures de gestion de cette problématique des macroalgues. Enfin, pour les exemples de VGNOV, le séquençage a permis pour eux, par exemple, de pouvoir identifier et confirmer l'espèce végétale utilisée comme matière première, qui, dans certains cas, est impossible à identifier à l'œil nu, mais grâce à des analyses de barcoding. Alors, barcoding, c'est quand on a une seule espèce en présence et pas un mélange, a permis de mettre en évidence que l'échantillon X, ici, des graines, était en réalité du roseau commun. Alors, cette approche-là, elle pourrait être associée à de la food fraud. Quand vous voulez comparer et être sûr que l'échantillon qu'on vous a fourni est bien la matière première qu'on vous a fournie et pas une espèce différente. Si on prend l'exemple, on vous dit qu'on vous vend du bœuf et en fait c'est du cheval. Voilà. Vous comprendrez que c'est intéressant de pouvoir analyser ça en amont avant de mettre en production. Ça, c'est quand on fait du barcoding, et VGNOV présente également une autre possibilité, c'est de faire du métabarcoding avec, dans ce cas précis, une maladie identifiée, très probablement bactérienne, mais impossible à identifier à l'œil nu. Et l'analyse des bulbes d'oignons a permis de mettre en évidence qu'il y avait une certaine diversité de micro-organismes responsable en fait de la maladie, et en particulier un genre qui s'appelle Rhanella. Voilà. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, au-delà des exemples précis qui ont été donnés suivant les différentes filières concernées, c'est que dans le réseau ActFood, les centres techniques sont en capacité de
de vous accompagner de A à Z, que ce soit de l'échantillonnage jusqu'à l'interprétation des résultats, voire la prise de décision, en tout cas d'apporter une vision et de vulgariser les approches pour que vous en compreniez tout le sens en fait et que vous compreniez à quoi ça peut servir et qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà. Si vous avez des questions, je vais pouvoir y répondre, je suis à peu près dans les temps. Et là, ici, vous retrouverez les différents interlocuteurs des centres. Et si vous avez des questions à leur poser plus spécifiquement sur des filières plus précises. Bonjour, j'avais une question sur le fait qu'au niveau, par exemple, food fraud pour l'utilisation, vous avez une banque de données des ADN pour les comparer et pour trouver, par exemple, l'échantillon X, quel est l'ADN, ou justement c'est une data qui se construit au fur et à mesure. Alors, il y a différentes approches. Je sais qu'il existe des approches, enfin, on va dire des solutions tout en un qui sont vendues. Et après, il peut y avoir d'autres approches avec des bases de données qui sont internes à chaque centre aussi. Mais en effet, ça s'appuie sur une base de données et en règle générale, les bases de données sont implémentées pour qu'elles soient de plus en plus performantes. A priori, il n'y a pas d'autres questions. Merci.